Nous sommes partis le 4 décembre 2025 et le vol Paris-Le Caire a duré un peu plus de 4 heures. Notre chambre était située au 20e étage et nous avions une vue sur la partie nord de l'île. Nous nous sommes ensuite rendus à l'accueil pour rejoindre les autres membres du groupe. Le Grand Musée du Caire était situé à environ 20 km de l'hôtel et nous nous y sommes rendus en minibus. L'architecture du musée est assez difficile à définir car il s'agit d'un immense bâtiment qu'un seul regard ne peut pas embrasser. À l'intérieur, les volumes sont impressionnants et une architecture un petit peu curieuse mais rappelant toujours l'Égypte avec des symboles de pyramides et de hiéroglyphes. Le musée est organisé sur 3 niveaux, correspondant aux grandes périodes de l'Égypte antique. Il y avait un grand nombre de visiteurs, mais on circulait malgré tout assez aisément. Ce musée est immense et on y trouve un nombre de pièces incommensurables. Notre guide Chérine a su nous orienter vers les secteurs les plus remarquables, dont faisait partie le trésor de Toutankhamon, qui était de loin l'endroit le plus fréquenté et où l'accès aux différents sarcophages et aux masques était vraiment difficile. On voit ici quelques objets d'apparat, dont ces lits et un peu plus loin un trône. Je n'ai d'ailleurs pas pu faire un cliché de près du masque de Toutankhamon car il fallait faire la queue. Je me suis donc contenté d'un cliché un peu lointain, mais malgré tout relativement réussi. Cette barque se trouvait dans un bâtiment annexe du musée. Elle a été découverte en 1954 et préservée des ravages du temps par le sable. Depuis le musée, on pouvait apercevoir au loin les pyramides de Gizeh. Nous avons fait ensuite environ 1 heure de route pour nous rendre à Saqqara, où nous avons été d'abord accueillis chez Mahmoud, où nous avons déjeuné. À moins de 5 minutes se trouvait la nécropole de Saqqara, bien connue pour la pyramide à degrés de Djéser. L'entrée de la pyramide n'était pas accessible au public, mais nous avons pu visiter d'autres tombes. Celle-ci au décor non coloré mais très riche. Dans une autre tombe se trouvaient des bas-reliefs montrant des scènes de la vie de tous les jours, comme le gavage des oies. Après Saqqara, nous sommes rentrés à l'hôtel, dont nous sommes à nouveau sortis pour dîner dans un restaurant et faire une petite visite nocturne du Caire. Grâce à Denis Dailleux, le photographe qui nous accompagnait et qui a vécu au Caire pendant 5 ans, nous avons pu découvrir des endroits insolites du Caire, comme ce cimetière dont on ne voit ici que la partie de surface. En effet, il y a un réseau souterrain dans lequel se trouvent les cercueils.
Les constructions en bois servent pour les offices funéraires. Dans la continuité de cette visite, nous nous sommes rendus dans une église copte. Puis notre route s'est poursuivie dans le souk. Nous y sommes arrêtés pour acheter quelques épices et également à la terrasse d'un café pour y boire une boisson appelée carcadé. Nous avons fait une courte halte chez un parfumeur. Nous sommes ensuite rendus au parc Al-Azhar où nous avons déjeuné dans un endroit très agréable au bord d'un plan d'eau. Ce parc est le plus grand du Caire et il est venu remplacer une ancienne décharge. En reprenant la route, nous avons longé la Cité des Morts dans laquelle nous avions prévu d'aller et nous avons renoncé faute de temps. Nous nous sommes donc dirigés vers le quartier des chiffonniers qui est un quartier copte dans lequel il y a une énorme activité liée au recyclage des ordures ménagères. Les images ici parlent d'elles-mêmes. Ce vieil homme était assis au milieu des ordures dont il faisait le tri. Nous avons pu visiter une petite entreprise de recyclage de matériaux plastiques. Il faut préciser que nous avons été toujours très bien accueillis dans ce quartier et les gens nous ont volontiers montré ce qu'ils faisaient. Là encore, la présence de Denis Dailleux et de notre guide Adam ont été d'une aide précieuse
pour nous déplacer dans ce quartier. Nous avons ensuite poursuivi en direction de l'église troglodyte. Puis non loin, depuis une large terrasse, nous avions une vue d'ensemble sur le quartier des Chiffonniers. On voit bien ici une bergerie. On distingue bien au loin de nombreux pigeonniers montés sur pilotis. Puis nous avons assisté à un spectacle typiquement Kérote, dans lequel des éleveurs de pigeons s'affrontent. Il semblerait que chaque joueur relâche une vingtaine de pigeons à hauteur du sol, et le jeu consiste ensuite à récupérer ses propres pigeons et si possible à capter également quelques pigeons de son adversaire. Bien évidemment, tous les pigeons sont bagués afin de pouvoir départager les joueurs, mais nous n'en avons pas su davantage sur les règles de jeu, en particulier ce que gagnent les joueurs en dehors du prestige. Il a fallu nous montrer patients pour assister au moment tant attendu du retour des oiseaux dans le pigeonnier. Le soir même, nous avons pris l'avion pour Luxor, situé à environ 500 km au sud du Caire. Puis nous sommes rendus au petit déjeuner en empruntant cet impressionnant escalier. On a ensuite emprunté un très long couloir dans lequel on trouvait cette reproduction du masque de Toutankhamon. Puis nous avons pu faire un rapide tour dans les jardins. Nous avons pris ce minibus pour nous rendre au temple de Karnak, qui était situé à environ 3 ou 4 kilomètres.
La salle hypostyle est composée de 134 colonnes. Cet homme sans fonction clairement définie dans le temple s'est volontiers prêté à une séance de portrait, moyennant un petit bakchiche. Les obélisques de Karnak sont parmi les derniers restants en Égypte. Ce sont des monolithes. Au cours de la même matinée, nous avons repris la route pour nous rendre dans la vallée des rois. Le site se trouve dans le désert, dans un décor qui n'a rien de particulier. Parmi tous les sites que nous avons visités, c'est probablement un de ceux qui est le plus fréquenté. Plus de 60 tombes ont été dénombrées sur ce site et seules quelques-unes sont accessibles au public. On voit ici le sentier qui dessert les différentes tombes, les petits triangles les symbolisant, et la visite se fait en empruntant les galeries qui vont jusqu'à la chambre mortuaire. Nous avons visité 3 de ces tombes choisies par notre guide et une tombe également en extra. On voit bien sur ces images que le site est extrêmement fréquenté et ces parois sont très riches. On a du mal à savoir où jeter le regard. En effet, dans ces parties, les guides peuvent nous accompagner mais n'ont pas le droit de faire de commentaires à voix haute. On emprunte donc la galerie jusqu'à arriver au sarcophage et à la chambre mortuaire richement décorée. Certaines parties sont fermées au public et permettent de faire des images convenables. Il y a aussi quelques gardiens chargés de faire la circulation et qui empêchent les visiteurs de s'attarder. Cette paroi était particulièrement riche en hiéroglyphes et en cartouches. Toutes les parois étaient décorées, y compris le plafond, et on ne savait d'ailleurs pas toujours très bien où poser le regard. Nous avons fait un rapide crochet par les colosses de même nom, qui étaient surtout un haut lieu de selfie. Puis nous avons repris la route pour un court trajet jusqu'à Esna, où nous avons embarqué et où nous nous sommes installés à l'intérieur de la flâneuse, dans laquelle nous allions passer
5 nuits au cours d'une navigation d'environ 160 km jusqu'à Assouan. Nous découvrons ici la pièce commune avec une partie bibliothèque, salle à manger, et du côté opposé, le coin salon, également très agréable. Et au milieu se trouvait bien sûr le couloir qui conduisait à l'accès aux cabines. Le pont était aussi un lieu très agréable où nous prenions nos repas, petit déjeuner et déjeuner. La dahabeya était pourvue de 2 voiles, mais en pratique, c'est un remorqueur qui assurait la navigation. Nous n'avons pas su si ces pratiques étaient une technique de pêche, mais nous avons apprécié le salut de ces 2 jeunes hommes. Chemin faisant, nous avons croisé d'autres dahabeya dont le mode de déplacement était identique au nôtre. Nous avons fait notre premier débarquement à El Kab pour visiter quelques tombes. Entre le débarcadère et la route, nous avons fait une courte marche au cours de laquelle nous avons croisé quelques paysans. Nous voyons ici le mur d'enceinte du temple d'El Kab, que nous n'avons d'ailleurs pas visité. Nous avons visité 3 tombes à El Kab, dont la mieux conservée était la première que nous avons visitée, avec des décorations très riches. Ahmed nous a également décrit la technique de fabrication du vin telle qu'elle était relatée dans cette tombe. On voit bien ici que cette tombe n'a pas la richesse de la précédente. Il y avait sur le site quelques personnes qui ont bien voulu se livrer à une séance de prise de photos. En suivant, nous sommes allés sur un marché local, non fréquenté par les touristes. J'ai pu faire une photo de la marchande de pigeons et de lapins avant que nous repartions et que nous reprenions la navigation.
nous avons débarqué à Edfu pour la visite du temple d'Horus. Le temple d'Horus, le dieu faucon à Edfu, est particulièrement bien conservé car il a très longtemps été enfoui dans le sable et a d'ailleurs été désensablé à l'initiative d'Auguste Mariette. Sur le chemin du retour, nous avons pu faire quelques clichés. Le soleil se levait un peu avant 6h30 et il m'a fallu un peu de courage pour faire ces clichés. Nous avons débarqué à Ramadi pour visiter un village relativement typique et plutôt authentique, où nous avons été très bien accueillis. Ahmed nous a montré comment, avec une partie du palmier, on pouvait faire une très solide corde. Nous avons visité ce village manifestement très pauvre.
Les enfants nous ont raccompagnés jusqu'à la Dahabeya. C'est la seule fois du voyage où la voile avant a été déployée. Nous avons débarqué sur ce site pour visiter une des plus importantes carrières de grès. Il y avait également quelques tombes sur ce site. Ahmed nous a bien expliqué les techniques de taille de pierre et également les techniques utilisées pour déplacer les très volumineux blocs de pierre à l'aide en particulier de cordes et également du sable pour les acheminer jusqu'au Nil, situé un peu en contrebas. Le grès était également utilisé pour le polissage et Véronique s'est amusée à sculpter un petit cœur.
Retour sur la flâneuse à l'heure du thé. Nous ne nous sommes pas arrêtés sur ce site qui semblait sculpté directement dans la roche. On voit ici une felouque, bateau à voile triangulaire unique, emblématique. Le coucher du soleil était toujours un moment attendu. Petit time-lapse au lever du soleil. Le débarquement avait pour objectif la visite du temple de Sobek et de Aro-Eris. Des pierres ont été prélevées dans ce temple pour construire d'autres temples. Il y avait dans ce temple quelques représentations non vues ailleurs, comme ce bas-relief représentant une scène d'allaitement et une scène d'accouchement. On aperçoit ici quelques instruments chirurgicaux qui en fait servaient à la préparation des momies. Nil rime avec crocodile et il y avait dans ce temple un puits dans lequel se trouvait à l'époque ancienne un crocodile sacré. Le crocodile était un animal déifié car associé aux crues du Nil et donc à la fertilité des terres et aussi des femmes. On trouvait dans le musée du crocodile un grand nombre de spécimens momifiés, mais aussi des poteries et des bas-reliefs. En sortant du temple, une voiture nous attendait pour aller visiter le village de Dara, situé non loin. Ce village très pauvre semblait également ignorer des touristes. Nous avons pu y prendre un verre et faire quelques photos avec des sujets particulièrement complaisants.
Après avoir pris le repas à bord, nous avons à nouveau débarqué pour la visite d'un petit village. Nous sommes arrivés à l'heure du thé que ces hommes nous ont offert sans exiger la moindre contrepartie. Cette fois-ci, le coucher de soleil se déroulait dans l'axe de notre déplacement. Le paysage changeait de physionomie à l'approche d'Assouan. Nous nous sommes installés dans cette embarcation pour aller vers la première cataracte du Nil. Parallèlement, la Dahabiyeh a poursuivi sa route jusqu'à son terminus, un peu au nord d'Assouan. En effet, seules des petites embarcations peuvent circuler dans cet endroit. Ces enfants viennent s'accrocher au bateau pour chanter quelques chansons dans l'espoir d'obtenir un bakchiche. On voit ici quelques cormorans. On comprend bien sur ces images que de gros bateaux ne peuvent pas circuler dans un tel dédale. On voit ici quelques remous correspondant à la première cataracte, qui n'est pas une chute d'eau mais un courant simplement. Nous avons pu faire halte et prendre le thé, et pour la première fois d'être un peu en surplomb par rapport au Nil.
après le déjeuner, nous avons à nouveau repris un bateau pour visiter le temple d'Isis qui se trouve sur l'île de Philae. Tous ces bateaux témoignent de l'intense activité touristique dans cette région où les marchands de souvenirs s'étalent largement. Le soir, nous avons pris notre dernier repas sur la flâneuse. Puis, le lendemain matin, nous avons fait notre check-in à l'hôtel Old Cataract. À l'arrière de l'hôtel, on avait une vue sur la piscine découverte et le Nil. Nous avons à nouveau pris un bateau pour aller visiter un village nubien. Chemin faisant et avec les efforts de la personne qui conduisait le bateau, nous avons pu apercevoir le sultan du Nil. Nous avons débarqué dans le village nubien, dont les constructions du côté du Nil n'étaient que des hôtels. Nous n'avons pas eu le temps de faire un petit tour de dromadaire. Notre cheminement nous a ainsi conduit jusqu'au restaurant dont on voit ici la façade et où nous étions installés au bord de l'eau.
Le repas s'est d'ailleurs terminé dans une très bonne ambiance. Nous avons ensuite repris le bateau et nous avons choisi de nous déplacer sur l'île Éléphantine, où nous avons pu croiser ce petit atelier de tissage dans lequel Véronique a d'ailleurs acheté une écharpe et où on a pu voir travailler ce vieil homme avec sa navette et un métier en bois à l'ancienne qu'il manipulait en particulier à l'aide de ses deux pieds. Dans cette pièce communautaire, l'armoire située au fond de la pièce et cadenassée renferme l'écran de télévision. Nous avons fait un petit tour en felouque qui n'avait pas d'autre intérêt que d'être à bord de ce voilier pur, non motorisé et manipulé de main de maître par ces deux hommes. À qui nous avons acheté quelques pacotilles. Puis ce fut le retour à l'hôtel. Les jardins y étaient décorés vraisemblablement en vue des fêtes de Noël. Nous avons une dernière fois profité du coucher du soleil sur le Nil, en compagnie des deux autres couples qui faisaient partie du voyage et avec qui l'entente a été parfaite.